Je m'appelle Anne Niva. Je suis reporter de guerre depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est la France qui m'intéresse. Je veux comprendre dans quelle France on vit. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de m'intéresser aux violences physiques, sexuelles, psychologiques, pas seulement envers les femmes, épouses ou partenaires, mais aussi envers les enfants et parfois les parents. Jamais je n'ai eu autant de difficultés à convaincre mes interlocuteurs de parler. Sur ce sujet tabou, la peur des représailles est constante. Plus jamais ça! Une femme meurt tous les 3 jours victime de violences conjugales. Elle s'appelait Johanna, elle avait 27 ans. Lundi dernier, elle a reçu plusieurs coups de couteau devant ses enfants en pleine rue. Elle connaissait bien son agresseur, il s'agissait de son ex-conjoint. Pour moi, il l'a exécuté. 14 coups de couteau, c'est pas une petite altercation. Sur le terrain, j'ai mesuré l'impact du confinement causé par la crise sanitaire sur les violences familiales. On a reçu un appel du centre opérationnel de Rennes. Oui. Une femme s'est réfugiée donc, dans son garage parce que son concubin l'a forcé à avoir des rapports sexuels avec elle. Bonjour, on peut entrer ? J'ai assisté à une audition de victime le lendemain de son appel au secours. Cette parole est rare. Il y a quelques mois, quand je parlais de séparation, il m'a dit, moi ce que je rêve, c'est qu'en fait tu crèves, comme ça je garde les enfants et je retrouve une nouvelle compagne. Comment protéger les femmes menacées de mort par leurs compagnons ? J'ai été accueillie dans un de ces refuges pour victimes, encore trop peu nombreux en France. Dans ce département où nous sommes, dans le département du Lot, il n'y a que votre centre. Il est unique, c'est le seul, pour recevoir 24 heures sur 24 des femmes victimes de violences intrafamiliales. C'est ça. Absolument. J'ai dialogué avec des hommes auteurs de violences. Arrivent-ils à se sentir coupables ? Si vous êtes là, c'est parce que le juge a estimé que vous aviez commis de la violence envers votre conjointe. Ah, c'est ce qu'il a dit, le juge. Oui. Mais j'ai fait vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ah non. Non ? Aucun coup. Même pas une caresse. Je regrette tous les jours, toutes les secondes. Même, voilà, plus que ça. J'aimerais pouvoir changer les choses. Et surtout, comment protéger les enfants ? Mon petit parle plus non plus, parce que son père, il lui a dit, si tu dis ce que je te fais, je ferai du mal à ta mère. Si tu ne te tiens pas correctement à l'école, tu ne reverras plus ta mère. Il a dit, maman, pourquoi tu me laisses là-bas ? Maman, tu les laisses me faire du mal. Voilà l'image qu'il a de mon fils. Que je l'ai abandonné là-bas, que je m'en fous. L'image qu'il a de vous. Et que je laisse des gens lui faire du mal. Moi qui suis censée le protéger, je peux rien faire. Je veux montrer ce que cache le dangereux huis clos et comprendre comment gendarmes, éducateurs, juges, procureurs, associations travaillent de plus en plus ensemble pour éviter l'irréparable. Laetitia, écrasée en voiture. Le 4. 55 ans, coup de couteau le 8. 38 ans, égorgé. 46 ans devant ses enfants, immolés. Mon Dieu. Elena battue à mort le 17. Régine, 92 ans, coup de pistolet. Mariette, 72 ans, fusil de chasse. Rebecca, 44 ans, battue à mort. Et Audrey, 28 ans, mortellement blessée le 30 décembre. Cette liste que j'égrène est dressée par une association qui s'est donnée pour but de recenser les féminicides de France. Le féminicide est le meurtre d'une femme par son mari, son compagnon ou son ex. En 2019, 150 femmes sont mortes de cette façon. Et ce nombre est en augmentation. Je pars au Havre, en Normandie. Le 21 septembre dernier, spontanément, la population havraise s'est rassemblée pour une marche blanche en hommage à Johanna, 27 ans, la 105e victime de féminicide pour l'année 2019. Deux jours plus tôt, la jeune femme a été poignardée à 14 reprises par son ex-compagnon. 3 petits garçons lui survivent. Je ne disais rien, elle se cache et tout, elle est tout le temps le sourire. Elle gardait tout pour elle. Tout pour elle. La justice n'a pas fait son travail la première fois quand elle a sauté par la fenêtre.
Ils auraient dû l'écouter. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter, le résultat, le voilà. Ah, d'accord. Je rencontre Stéphanie, une des meilleures amies de Johanna. Non, il l'a agressée là. Et elle est morte là où il y a les petits pavés sur la route. Stéphanie est arrivée en courant, malheureusement trop tard, quelques minutes après le drame. C'est là qu'il a sorti le couteau? Oui, c'est juste là. Juste là où nous sommes. Ils ont fermé le magasin par mesure de sécurité, Sur parce le qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et... Ils ont cru un acte terroriste? Oui. Hein, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie? Il l'a frappé, et ils se sont déplacés. Par là? Oui. Donc il l'a poignardé. Oui. Poignardé à Les plusieurs 3 enfants reprises. étaient là? Les 3 enfants étaient à côté de lui. Quel âge, les 3 enfants? 6, 4 et 2. 3 garçons. 3 garçons, oui. Donc les 3 garçons ont vu leur maman violentée, poignardée, tirée. Enfin, tirés, je pense qu'ils se sont battus. Jusque-là, là où on va là? Oui. Et puis, elle est tombée? Elle est tombée à terre. Hein? Ici. Ici même? Ici même. Elle est tombée à terre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, là, Stéphanie? Il l'a terminée. Il l'a poignardée jusqu'à la mort. Et ils se sont disputés parce qu'elle a commencé sur à la lui garde parler. des enfants. Oui. Elle lui a parlé de ça. Oui. Parce que le partage, si je puis dire, entre eux, c'était du gré à gré. C'était du gré à gré et il les avait très souvent. Voilà. Il les voyait tous les jours. Et là, elle lui a quand même redemandé, en récupérant les enfants, hein, elle lui a dit, alors comment on fait pour les enfants? Oui. Et ça l'a mis dans un état de rage. Il a sorti donc un couteau qu'il avait sur lui. Qu'il avait sur lui, oui. Qu'il avait sur lui. Et quand il a payé les courses, la caissière confirme il a payé les glaces. Il a payé les glaces. La caissière confirme que rien ne présageait ce qui allait se produire. Il avait l'air tout à fait normal. Ouais. Comment on peut comprendre ça? On ne peut pas. Bah non. Donc j'ai arrêté d'essayer de comprendre. C'est comme ça. L'être humain est capable du pire. Vous le savez. Là, oui. Oui. Voilà. Mais quand on en a des preuves comme ça... Ah bah, il n'y a pas que dans les zones de guerre qu'il y a les... qu'il y a des actes atroces qui sont commis. Il y a aussi, c'est ça. Chez nous, en France... Oh oui, en 2019. Au coin de la rue. C'est ça. En pleine journée. Devant du monde. En public. À la sortie d'un supermarché. C'est ça, sur la rue. Ouais. Johanna vivait depuis 8 ans avec ce compagnon rencontré sur Internet. En 2014, elle avait déjà porté plainte contre lui. Et une nouvelle fois, 1 mois avant son assassinat. Donc, le crime a eu lieu là derrière, donc, au grand supermarché du coin. Et là, si je comprends bien, c'est une rue dans laquelle Johanna a vécu avec son mari. Oui. Hein? Et ses enfants. Avec les enfants. Donc, ils ont vécu ici un certain temps. Et là où il y a les balcons qui sortent un peu avancés, c'est exactement de là que, juste en dessous au premier étage, qu'elle a sauté. Oui. Ils se sont disputés, il lui a mis un sac poubelle sur la tête, il l'a frappé, elle s'est pris tous les murs. Il a été chercher un couteau, elle n'a pas eu le choix, c'est où il a tué ou a sauté. Donc elle a sauté. Oui, pour lui échapper. Donc déjà, il y avait déjà des gros problèmes. Un mois avant qu'il passe à l'acte. Oui. Le lendemain de cette tentative d'assassinat, le 11 août 2019, Johanna se rend au commissariat de police pour porter plainte. Entendu, son compagnon est relâché après 48 heures de garde à vue. Il retourne au domicile, comme si rien ne s'était produit. Johanna et Stéphanie s'étaient liées d'amitié par leurs 2 petits garçons copains de classe. Elles se voyaient tous les jours à la sortie de l'école.
Et Johanna se confiait à Stéphanie. Oui. Au soleil, hein, Stéphanie, sur ce banc. Oui. Qui est vraiment pour vous un banc important. Parce que vous dites notre banc. Oui. C'est-à-dire c'est le banc où vous étiez toujours avec Johanna. Où on était toujours avec Johanna. Et qu'est-ce que vous vous racontiez là sur le banc? On parlait de tout. Ouais. On refaisait le monde aussi. Voilà. Des fois. Ouais. Johanna, elle vous disait quoi de sa vie conjugale avec cet homme qui a fini par la tuer? Elle a toujours fait, quand il y avait des débats, elle faisait tout pour que ça aille mieux. Elle avait envie qu'il marche, ce couple. Elle avait envie qu'il marche. Ouais. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Oui. Elle était amoureuse d'un homme qui avait un comportement... Qui prenait pas soin d'elle. Ah, vous dites ça, vous. C'est ce qui ressortait? C'est ce qui ressortait des conversations. Il lui parlait mal, il la rabaissait tout le temps. Il la rabaissait? Il la rabaissait, il lui disait souvent que c'était pas une bonne mère, qu'elle savait pas s'occuper de la maison, qu'elle savait pas s'habiller, elle savait pas prendre soin d'elle. Alors que non. C'était une bonne mère, c'était une bonne amie. Sa maison était rangée, propre, ses enfants toujours bien habillés. Impeccable. Oui. Johanna, c'était une personne souriante, joyeuse, toujours avec « Ah, salut la miss !» Mais vous, par exemple, Stéphanie, vous lui disiez quitte-le. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est ça, il te mérite pas, il ne prend pas soin de toi, t'es une bonne mère. Qu'est-ce qu'elle répondait? Oui, je sais, mais elle rentrait chez elle le soir. C'est difficile à comprendre, ça. Elle avait peur pour elle. Oui, pour elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Il va me tuer. Mais elle vous a dit ça plusieurs fois? Oui. Elle vous l'a dit à vous comme à d'autres copines? Oui. C'est effarant. Parce qu'il l'a fait. Oui. Elle avait déposé plainte. Plainte classée. Oui, oui. Selon le procureur, les éléments étaient insuffisants. Oui, bah oui, bien sûr. Tout à fait. Ah bah évidemment, le temps qu'ils arrivent et qu'ils défoncent la porte, il avait déjà tout rangé. Bref. Elle aurait été prise au sérieux, je pense qu'il ne serait pas ressorti aussi facilement. De garde à vue. Bon, bah oui. Profondément touchée par la mort de son amie qu'elle n'a pas pu éviter, Stéphanie a décidé d'agir en créant une structure qui vient au secours des victimes de violences conjugales. Son association s'appelle la 105e, en mémoire de Johanna. Alors montrez-moi, c'est quoi ce flyer-là? C'est le flyer de notre asso. Il y a un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, c'est juste pour parler, ou des fois, c'est une solution d'hébergement pour là, tout de suite. Je garde espoir qu'un jour, on arrête ça. Qu'il y ait de moins en moins de féminicides et qu'un jour, peut-être, il n'y en ait plus. Et là, il y en a de plus en plus. Hein. Là, oui, je sais. Les chiffres. Ce qui n'est pas pour me rassurer. Alarmant. Mais bon, dans un sens, je vois aussi que les associations qui se montent sont aussi proportionnelles au nombre de féminicides. Et plus on sera, mieux ce sera. L'union fait la force. C'est vrai. Les femmes ne pourraient-elles compter que sur elles-mêmes? Pendant la période du confinement due à la crise sanitaire, les violences intrafamiliales se sont accrues de 30% environ. Dans les campagnes bretonnes, les gendarmes sont intervenus 2 fois plus que d'habitude. La brigade spécialisée dans les violences familiales n'a pas chômé. Ce que j'ai remarqué, moi, dans le confinement aussi, le côté positif, c'est que les voisins, on a été sollicités beaucoup par les voisins. Ah oui. Avant, c'était pas le cas. Oui, mais comment vous l'expliquez ça? Bah parce que les gens, en fait, déjà étaient plus souvent chez eux. Hein, voilà. Chez eux et pas au travail, donc forcément, ils entendaient des choses. Ouais. Et puis, je pense que quand vous êtes chez vous H24 et que vous entendez votre voisine, en l'occurrence, la plupart du temps, peut-être qui hurle ou des enfants souffrir, qui pleurent, à un moment donné, vous dites... Il y a quelque chose. C'est ces phénomènes de réitération qui, bien souvent, ont fait que des voisins nous ont appelés. Hein.
Et ça, c'est positif. Donc ça, c'est un fait notable. Oui. Ah oui, oui, complètement. J'assiste à l'audition de Julie, qui a subi insultes, humiliations et coups de son compagnon pendant 4 ans. Ce matin, elle a le courage de déposer plainte. Elle accepte les caméras, mais souhaite rester anonyme, ce qui montre à quel point elle a peur. On va être amené à vous poser plusieurs questions. Nous, ce qu'on souhaite connaître aujourd'hui, c'est seulement la vérité. D'accord ? J'ai rencontré sur un site de rencontre. Il m'a vendu du rêve, en fait. Franchement, il paraissait au top. Il avait même de l'argent placé en Suisse. Ce qu'il vous disait ? D'accord. Et donc, quand je l'ai vu revenir avec ses valises, en fait, à ce moment-là, j'ai plus ou moins compris qu'il n'avait pas de logement parce qu'il me dit « je vais me débrouiller pour ce soir ». J'ai rendu ma maison parce qu'il était... C'est après que j'ai su qu'il était dans un gîte. En fait, sa vie, c'est un mensonge. C'est que du mensonge. C'est un manipulateur, mais on s'en aperçoit pas tout de suite. En fait, cette personne-là, quand on la voit, au début, il paraît correct. Et après, on voit les problèmes psychologiques qu'il a. Il a été interné. À quel moment vous vous rendez compte de ces problèmes ? Bah, en fait, c'était petit à petit. On a déménagé parce que je suis tombée enceinte de ma première fille. Mais déjà, à cette époque-là, il m'avait cassé ma voiture déjà parce qu'il était alcoolique. Il m'avait piqué 800 € sur mon compte avec ma carte bancaire. Elle est née prématurément, ma fille, parce qu'en fait, la nuit précédant la naissance de ma fille, il a été faire la fête, en fait. Il était complètement bourré. Il m'a appelé, il voulait que je vienne à Rennes le chercher. Et j'ai eu des contractions, mais il m'a dit arrête de mytho. Enfin, il m'a toujours traité de menteuse. Et donc j'ai accouché le lendemain, en fait. Il y a quelques mois, quand je parlais de séparation, il m'a dit moi, ce que je rêve, c'est qu'en fait, tu crèves. Comme ça, je garde les enfants et je retrouve une nouvelle compagne. Et le lendemain, je lui en ai reparlé. Et il m'a dit oui, j'avais bu. Parce que l'alcool, c'était en fait à chaque fois son excuse de dire les paroles que je t'ai dit, j'avais bu. Donc, mais bon. Alors du coup, racontez-nous ce qui s'est passé du début à la fin. Au début, il n'y avait rien de physique, en fait. Il m'insultait, c'était tous les jours. Tous les jours, en tout cas, des insultes. Même devant les enfants, des insultes. Va ouvrir les jambes, tu sers à rien dans la vie, t'es gros, tu retrouveras personne avec 2 enfants qui veulent de toi. Il y a même eu des viols conjugaux, en fait. Mais ça, il dit que non. Alors hier, qu'est-ce qu'il a fait ? Hier, c'était le pire, en fait. C'est là où il m'a menacé. Je vois qu'il chargeait ma télé, en fait, dans la voiture. Donc, j'ai laissé mes enfants en sécurité à la maison. Et j'ai été le voir à la voiture en lui demandant de sortir la télé parce que, il n'a pas emmené ma télé à me voler. Et donc, quand j'ai voulu sortir la télé, il m'a pris, en fait, et il m'a balancé sur le toboggan des enfants, que j'ai cassé. Donc, il s'est mis à hurler. Elle m'a vu par terre, de toute façon. Donc, j'ai pris dans les bras. J'ai été à la voiture. De la place conducteur, il continue à me pousser, en fait, alors que j'avais mon fils dans les bras. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a pris, il m'a poussé. D'accord. Avec moins de violence que quand je suis tombé, parce que il a dû réfléchir et après il a réussi à monter dans la voiture et s'enfermer. Il a fait une marche arrière et il est parti. Il a fait exprès, c'était volontaire, de prendre le PC devant moi et de le mettre dans la voiture parce qu'il savait que ça, j'ai tout dedans. J'ai ma vie. Les accouchements, tout.
Je sais, je l'aime plus, ça c'est sûr, mais là, avec le dépôt de plainte, la situation que je vis là, elle va me revenir en plein dans les dents. Parce qu'il va venir me menacer, c'est obligé. Il va venir me trouver, ça c'est sûr. Je sais pas s'il peut être plus violent, je sais pas. Je sais que c'est pas la présence des enfants qui l'arrête, ça c'est sûr. Ça se trouve, il fera rien, mais ça se trouve si. Après, ce qu'il a déjà fait, c'est déjà trop. D'accord ? Même s'il met pas ses menaces à exécution, ce que vous avez déjà vécu, il n'a pas à le faire. Est-ce qu'il possède des armes? Il avait un temps un fusil qu'il n'a plus, qu'il a vendu. Il avait aussi un pistolet d'alarme. Je sais pas ce qu'il en a fait d'ailleurs. Ça se trouve, il l'a toujours sur lui, je sais pas, mais il a toujours voulu avoir une arme. Il y a une première question vraiment que j'aimerais vous poser. C'est si votre sœur n'était pas policière dans le sud de la France, est-ce que vous seriez venu avec autant de facilité ici, à la gendarmerie? Non. C'est elle qui m'a forcé, en fait. J'avais peur de venir. Elle vous a dit que c'était important de le faire? Même pas pour moi, pour mes enfants. Et je sais que si je faisais pas ça, en fait, je perdais ma famille, là. Ouais. Mais je vais m'en prendre plein la tronche quand il veut savoir. Si j'ai bien compris, hier, vous avez appelé, les gendarmes sont venus. Il n'était plus là. Non. Bon. Là, aujourd'hui, vous faites votre audition, vous déposez, vous racontez votre histoire. Maintenant, la grande question, c'est que va-t-il faire? Il va revenir. Il va forcément revenir. Je sais pas quand. Et la question, c'est qu'allez-vous faire? Moi, si je le savais. Oui. La situation est complexe. Le lendemain, le compagnon de Julie a été gardé à vue, puis convoqué au tribunal correctionnel pour être jugé dans 4 mois. Dans ce laps de temps, tout peut arriver. Les violences conjugales ont de graves conséquences sur les enfants, pris dans l'engrenage entre leurs parents. Au cœur du huis clos, ils sont au mieux de fragiles témoins des tensions déchirant le couple. Au pire, ils deviennent de vulnérables proies. À Paris, le juge des enfants Édouard Durand essaye de les protéger. Il est un des meilleurs connaisseurs de l'enfer que vivent les enfants. Vous, en tant que juge des enfants, vous ne cessez de traiter ce genre de sujet. Vous ne cessez de voir, si je comprends bien, l'impact sur les enfants de potentielles violences conjugales. Oui, bien sûr. Mon métier fait que je vois l'impact désastreux des violences conjugales sur l'enfant. Pour un enfant, vivre les violences conjugales, c'est comme être confronté à une scène de guerre ou de terrorisme. Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Une ce niveau terreur de traumatisme extrême. Et évidemment qui va entraver et le bien-être et le développement de l'enfant. Sûr. Comment éviter que ces violences ne rejaillissent sur les enfants? Pour cette émission, j'ai été contactée par des dizaines de mères de famille désespérées, aux dossiers de justice souvent très épais. Beaucoup estiment que les services sociaux, la justice, remettent trop souvent leurs paroles en doute, ce qui a pour conséquence de les séparer de leurs enfants. De nombreuses structures les soutiennent, dont l'association indépendante Victa, représentée ici par Sophie Soria, sa fondatrice. J'ai invité quelques mères à s'exprimer. Tout le monde est installé. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci beaucoup d'être toutes ici. Alors, Sophie, je commence par vous. Vous avez 43 ans. En fait, donc moi, il m'avait mis une lame sous la gorge, il avait été violent avec le petit. Donc le père de... Voilà. Et puis, vu que les plaintes ont été classées et que ça menait à rien, j'ai fait le choix de m'éloigner du père. Et je suis partie donc faire ma saison en Corse avec mon fils. Et de là, je l'ai scolarisé, mais étant hyperactif et pas reconnu à ce moment-là, ils ont assimilé sa turbulence à de la maltraitance. Il court un peu de partout et surtout, il a mordu le petit-fils du maire de... Ça a été assimilé à de la maltraitance. De la maltraitance de votre part? Oui, mais quel enfant n'a pas mordu notre enfant en maternelle? Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir votre fils? Non, parce que en plus, à partir du moment où il a été placé chez le père, il a commencé à être maltraité. Donc, quand j'ai commencé à dénoncer les maltraitances... De la part du père? De la part du père et de la grand-mère, parce que monsieur vit chez sa mère.
D'accord. Donc vous portez quand même une accusation assez grave là vis-à-vis de la grand-mère. Jamais de ma vie j'aurais pu penser à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sa grand-mère, elle le suivait aux toilettes et qu'elle lui pinçait les testicules et le zizi quand il était aux toilettes. Et le lendemain, quand je l'ai emmené à la psychologue, quand il est rentré, il a tout vidé son sac à la psy. Moi, j'étais pas là, j'étais dans la salle d'attente. Elle est sortie choquée, la psy, elle m'a remis un certificat médical. Et j'ai été portée plainte, mais tout ça, c'est classé, ça se retourne contre moi. On me dit que je cherche le conflit parental, le dénigrement, enfin que... Donc la voix de n'est pas entendue parce que la vôtre n'est pas entendue. Non, parce que du fait d'avoir été accusée de maltraitance, je ne suis plus du tout crédible. Je ne peux plus rien dire. Sandrine, vous avez 43 ans. Tout à fait. Pardon de vous couper. Vous avez deux filles. Qui ont 15 ans et 10 ans aujourd'hui. Exactement. Et qui sont toutes les deux placées en famille d'accueil. Elles ne sont pas ensemble. Elles sont dans deux familles d'accueil différentes. Dans deux familles d'accueil Alors, différentes. comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé là? Votre mari vous a été violent avec vous, il vous a menacé, je lis sur ma fiche, avec une tronçonneuse électrique. Exactement. Et suite à ça, donc, il m'a rué de coups. Donc, du coup, je suis allée déposer plainte. Mes filles étaient à l'école, en fait. Oui. Et comme je voyais leur tourner, j'ai demandé à une amie de me les récupérer à l'école. Oui. Voilà. Sauf que cette amie travaillait de nuit. Elle est aide-soignante. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, ramène pas les enfants chez le papa, ramène-les chez la grand-mère paternelle. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et j'étais en entretien avec la psychologue quand mon amie m'appelle. Et là, j'entends au bout du fil mes filles hurler, crier. Et mon amie m'expliquait que le frère, mon ex-beau-frère et ma belle-mère tenaient chacun l'une de mes filles par les cheveux, les faisaient monter dans la voiture et pour les amener à la gendarmerie parce qu'ils n'en voulaient pas. Mon ex-belle-mère est allée à la gendarmerie pour déposer mes enfants comme 2 paquets de linge sale, ses propres petites filles, quand même. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à cet événement? Suite à ça, la gendarmerie a émis un signalement. Quelles sont les conséquences de ce signalement pour vous? Les conséquences, c'est que le 22 septembre 2016, le père m'appelle en me disant « Écoute, voilà, j'ai reçu un appel des services sociaux. Il faut amener les filles au pôle social parce qu'elles sont placées en famille d'accueil. » J'ai pris la double peine. Alors que j'avais tout fait, j'avais fui le domicile conjugal pour protéger mes enfants. Et vous-même et moi-même. Mes filles étaient suivies psychologiquement par rapport déjà à ce qu'elles avaient vécu. Déjà vécu parce qu'elles elles ont subi, elles ont été victimes aussi. En étant témoin des violences, c'est déjà exactement. Être un enfant, être une victime. Exactement. Aujourd'hui, elles ne sont plus suivies psychologiquement? Non, il n'y a plus de suivi. Non, les services sociaux... Et ça, vous le regrettez? Je le regrette amèrement, bien sûr. Mais comment c'est possible, ça, Sophie? Il y a des lois, elles ne sont pas faites pour les chiens. Les lois doivent être appliquées. Là, les lois ne sont pas appliquées. Point final. Donc, pour vous, il suffirait que les lois soient appliquées pour que tout aille bien? Ben oui, les lois sont très bien en France. Il y a des très bonnes lois. Vous, Marie, alors vous, il s'agit, disons-le franchement, d'une histoire d'inceste. Oui. J'ai porté plainte contre le papa de la petite. De la petite de 3 ans. Quand votre petit enfant vous dit « Papa, il a mis les doigts dans ma moulette jusque-là et ça fait mal », avec un enfant qui parle très bien, vous pouvez pas dire « Non, c'est pas ça, c'est pas possible ». Et en fait, quand venait arriver l'audience du juge, j'avais demandé donc avec mon avocat de pouvoir... protéger ma fille suite aux révélations qu'elle m'avait faites. Et ça m'a été refusé à l'audience. Au jugement qui a été rendu, on m'a dit non, et on a accordé au papa un droit de visite élargi, donc du coup je la vois moins que lui. Et aujourd'hui, il arrive aussi quelque chose qui est très très délicat, c'est qu'elle n'en parle plus, très peu. Quand je la questionne, elle me dit je dois pas dire. Oui, je dois pas dire maman. Je dois pas dire papa, il a dit. Je dois pas dire à la police et je dois pas dire au psychologue. Mon petit parle plus non plus parce que son père, il lui a dit si tu dis ce que je te fais, je ferai du mal à ta mère. Si tu ne te tiens pas correctement à l'école, tu ne reverras plus ta mère.
Nos enfants, malgré tout, c'est des héros parce que ils sont forts, ils sont courageux par rapport à tout ce qu'ils ont enduré et par rapport à ce qu'ils endurent encore. Nous, parents, on a le rôle de continuer le combat. Aucune nouvelle depuis le 11 février. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai soi-disant une autorité parentale. Ils sont soi-disant dans la protection de l'enfance pour maintenir les liens, mais ils les maintiennent jamais avec la mère. Et comment un enfant qui voit pas sa mère depuis 3 mois, il peut aller bien, on m'explique? Comment? Oui, mais est-ce que il a le droit, votre enfant, d'aller bien en voyant son père? Moi, je vois pas comment il peut aller bien, mon gosse. Il a dit, je manipule des armes avec papa, j'ai peur, je fais des cauchemars, mamie m'enferme dans ma chambre, je peux pas sortir pour faire pipi. Je vois du sang, je fais des cauchemars, maman, sors-moi de là. Maman, pourquoi tu me laisses là-bas? Maman, tu les laisses me faire du mal. Voilà l'image qu'il a de mon fils. Que je l'ai abandonné là-bas, que je m'en fous. L'image qu'il a de vous. Et que je laisse des gens lui faire du mal. Moi qui suis censée le protéger, je peux rien faire. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, la parole de la femme victime n'est pas encore suffisamment entendue? C'est vrai que nous avons encore des difficultés à mesurer l'extrême gravité des violences conjugales et la très grande dangerosité des violents conjugaux. Parce que c'est à l'intérieur de la maison. Et qu'au bureau, on le trouve sympathique. Au tribunal, il est calme. Mais je comprends. Alors que la dame, elle paraît plus énervée, plus elle a hystérique. peur. Et c'est souvent ce qu'on dit d'une femme, oui. Sa parole à lui, on la prend en compte. Il est beaucoup plus facile de ne pas voir ou de faire alliance avec l'agresseur que de protéger une femme victime de violence. C'est beaucoup plus facile de dire à une femme victime de violence, madame, faites des efforts pour que votre mari soit moins énervé, que de dire à l'agresseur, la loi, c'est comme ça. Vous avez commis une grave transgression de la loi. C'est plus facile de dire, en parlant des violences conjugales, que c'est une forme de conflit. Une relation symétrique dans la relation dans laquelle les deux membres du couple sont co-responsables à égalité de la violence qui survient, alors que les violences ne sont pas une forme de conflit, c'est une relation asymétrique, inégalitaire. Je comprends. Et puis, on se dit toujours, un mari violent peut être un bon père. Ah, alors voilà. que ça, nous savons que... C'est selon vous, une idée reçue? Bien sûr que c'est une idée reçue. Si on ne traite pas de façon adaptée la parentalité dans les violences conjugales, alors il n'y a pas de sécurité possible, ni pour la mère, ni pour l'enfant. C'est pourquoi nous disons protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Mais comment protéger la mère de manière efficace? En ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à ce propos. Alors je ne vous ferai pas de grands discours sur ce que trop de femmes vivent aujourd'hui encore dans leur chair. Les violences physiques, les violences sexuelles qui brisent des vies, les féminicides. Et je veux ici saluer la mobilisation de toute la société civile, de tant et tant d'associations, mais aussi du gouvernement, des lois qui ont changé, des acteurs au quotidien qui ont bougé. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avançons. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout. Je suis accueillie dans le Lot, à Luzèche, au centre Pozofilao, un des rares hébergements d'urgence fonctionnant de jour comme de nuit. Ici se réfugient des femmes qui ont subi des violences extrêmes. Elles arrivent souvent avec leurs enfants. En 2019, une 50aine ont été reçues. Marie a été intégrée fin 2017, après avoir subi des décennies de violences. Sa parole est difficile. Elle aussi a encore peur et souhaite témoigner anonymement. Cet ex-mari, vous avez vécu avec lui pendant combien d'années? 32 ans. 32 ans. Oui. Donc, vous étiez en train de vous dire, après 32 ans de vie commune, quoi, qu'il fallait partir? Vous étiez en danger? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Pendant 15 ans, j'ai eu de la violence conjugale, mais physique.
à me taper, répétitif, voilà. Et un jour... Donc votre mari vous battait? Voilà. Et pendant 15 ans. Un jour, il a été très loin avec un couteau. Après, ça a été de la violence verbale. Concrètement, qu'est-ce qu'il vous inventait comme reproche? Que j'étais... Excusez-moi des termes, hein, oui. Mais on est salope. Il me traitait de tous les noms. Ah oui. Tout le monde m'était passé dessus, à part le train, comme il disait. Ah, il disait ça? Oui. C'est effarant. Donc, à force, on se replie sur soi-même. On n'a plus de confiance en soi, que je n'ai pas toujours retrouvée. Hein. On a peur de tout. Oui. On a peur de regarder les gens dans la rue. Oui. Parce que ça dure des années, ce que vous me racontez là. Oui, il a fallu du temps avant déjà que j'arrive à marcher tranquille. Mais juste aller faire une petite course au magasin, c'était compliqué pour moi. J'étais obligée de toujours aller vite, tout le temps. Toujours justifier ce que je faisais quand j'étais où j'étais. Tout le temps? Tout le temps. Après, je vais vous dire quelque chose. Au début, je disais que c'était de ma faute. Que peut-être s'il me tapait, si t'es jalouse, peut-être que je provoquais ça. Je trouvais qu'au début, c'était même normal ce qu'il me faisait. Parce que je me dis, bon, c'est comme ça, c'est peut-être ça. L'amour, on aime son mari et on doit subir ce qu'il y a à subir. Il a quand même réussi au départ à vous faire vous sentir coupable. Mais il a réussi. Rien. Il a réussi. Et après, je disais, mais je fais tout pour qu'il soit content. Je fais tout pour qu'il ne m'engueule pas. Je me couchais le soir pour savoir ce qui se passait le matin. Quand il sortait, je me demandais ce qu'il se passait. Oui. Devant les enfants aussi, il vous traitait de tout mais ça. Mais il ne les a jamais touchés. Il les a jamais touchés? Non, j'étais toujours là. Oui, pour les protéger. J'ai 2 enfants qui ont des soucis de santé. Il fallait un endroit où ils se sentent bien. Voilà. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais rester là et je vais subir ce qu'il y a à subir. Vous êtes passé par-dessus, quoi. Toutes ces violences pour le bien de votre fils. Voilà. Oui, si je comprends bien. Donc, et ça vous a fait rester encore plus longtemps? Oui. Après, je suis partie quand j'étais plus jeune. Je suis partie plusieurs fois. Mais comme je partais hors département, on me donnait un logement de 3 jours. Et après, on me disait, on ne peut pas vous aider. Ah oui. Donc, qu'est-ce que je faisais avec mes enfants? J'étais obligée de retourner à la maison. Oh là là. Et comment ça se passait quand vous reveniez? Pendant un mois, c'était tout beau, tout rose. Et puis après, ça repartait de plus belle. Vous avez répété ça pendant toutes ces années? Au début, j'avais de l'amour pour lui. Et après, dans ma tête, ça s'est mis en place. J'ai appris à le détester. Et en apprenant à le détester, j'ai fait en sorte d'avoir un plus fort caractère et de pouvoir franchir ce pas. Mais après, c'est toujours compliqué. Oui. Je dors toujours pas la nuit. J'ai du mal à me remettre de tout ce qui s'est passé. Il faut beaucoup de temps. Emma, quant à elle, a franchi la porte il y a moins d'1 an. Parce qu'elle est encore en pleine procédure de divorce et du partage du droit de garde de ses enfants, elle souhaite témoigner anonymement. Vous êtes partie, vous avez quitté, on appelle ça le domicile conjugal? Tout à fait. Mais qui se trouve être votre domicile? Tout à fait. Le domicile conjugal dont vous êtes la propriétaire? Je suis nue propriétaire et mes parents sont usufruitiers de cette maison de famille. Mais vous n'êtes plus retournée dans ce domicile? Vous êtes... Alors, il a changé les serrures, donc je n'ai pas pu de toute façon aller chercher des affaires. J'ai demandé à mon avocat la permission d'aller chez moi quand même récupérer quelque chose. Des affaires, des papiers. Ça m'a été refusé par mon ex. Voilà, donc je suis partie sans rien. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu quand même me racheter des vêtements, un minimum. Mais sinon, je ne suis pas retournée dans mon domicile depuis 11 mois. Quel est votre métier? À la base, j'ai été quand même mère au foyer pendant pas mal de temps. J'ai élevé vos enfants. J'ai élevé mes enfants. Et ensuite, là, j'avais monté une société de marchand de biens. Donc, voilà, en achetant des appartements, les rénover et les vendre. Et avec votre mari? Oui, il m'aidait dans cette société au niveau technique. Donc voilà. ça complexifie encore Exactement. la situation. Exactement. Ce dont on se rend compte avec votre histoire, c'est que ces violences intrafamiliales n'excluent aucun milieu social. C'est peut-être prétentieux de parler de milieu social, de mon milieu social, mais c'est vrai que moi j'ai vécu ça réellement comme quelque chose de honteux, parce que ça n'arrive qu'aux autres. Vous voyez, vous connaissez le processus. Donc je l'ai vécu quand même assez mal, et c'est pour ça que j'ai aussi tardé à sortir de ce marasme.
Et comment était-il violent? Il était violent physiquement? Il était violent psychologiquement? Psychologiquement, au départ. Physiquement, ça a été donc à la fin, puisqu'il a commencé à me mettre des coups à la fin. Sinon, il a porté la main sur vous? Oui, bien sûr, il a porté la main sur moi, oui. Sinon, c'était une violence psychologique. J'ai, par exemple, eu droit à une caméra dans la chambre. Il avait installé une caméra pour me surveiller au quotidien, oui, dans ma chambre. Vous surveillez? Oui, bien sûr, parce qu'il j'avais, si vous voulez, recommencé à faire du sport. Il a très mal pris. Il a pensé que le sport était plus ou moins synonyme de, nouveau corps, rencontrer des hommes. Il pensait peut-être me surprendre, alors que... Voilà, le sport, c'était au contraire... Donc cet homme était jaloux de vous? Oui. Jaloux, possessif. Je lui appartenais. Je pense que je lui appartenais. J'étais plus sa possession qu'autre chose. Ça, c'est difficile d'abord de s'en rendre compte et ensuite de passer le pas. C'est très difficile de s'en rendre compte parce que on se demande finalement si on était réellement aimé par amour. J'ai quand même la chance d'avoir des amis et de la famille formidable, un entourage extraordinaire qui m'a beaucoup aidée, ainsi que les professionnels. J'ai été aussi aidée par des professionnels. Sans tous ces gens, je n'aurais jamais pu quitter le domicile. Les victimes de violences conjugales vivent toutes sous emprise. À Pozzo-Filao, des psychologues et des éducateurs leur permettent d'en prendre conscience pour s'en défaire. David, éducateur, ne souhaite pas prendre le risque d'être reconnu. Alors, emprise, ce mot, c'est un mot-clé. J'aimerais que vous essayiez de me le définir. C'est quoi cette emprise? C'est exercer une telle pression psychologique que la femme perd ses moyens, perd ne serait-ce que la moindre estime d'elle-même, elle doute même de sa capacité à savoir, à penser, à choisir. Elle n'est plus sûre de rien. Elle est entravalée au rang d'objet par l'auteur, par le conjoint. Et aussi, ça vaut et à l'auteur et à la victime de se trouver dans ce phénomène d'inversion de culpabilité, là, dont on parle souvent, que c'est la femme qui a honte. Au final, c'est ça. C'est la femme Elles me l'ont tout dit. Qui est convaincue elle-même d'être responsable des agissements de monsieur, des comportements de monsieur, parce que c'est elle qui pousse à bout, parce que c'est elle... c'est à cause d'elle. Et comment ça s'arrête, une emprise? En tout cas, ça ne s'arrête pas avant des années après la séparation, mais des années. C'est-à-dire, décider de partir et d'arriver, par exemple, ici, c'est pas forcément du tout la fin de l'emprise. Ah non, pas du tout. C'est une bonne question. Pas du tout. Non. Ça, c'est la manifestation incontestable d'un courage immense, de beaucoup de force, de beaucoup de courage. Ah non, par contre, c'est pas du tout la fin de l'emprise. Pour s'affranchir de l'emprise, il faut beaucoup de travail, beaucoup de confiance en soi. Mais si vous faites le travail pour les femmes, mais qui le fait auprès des hommes? De ceux qui sont dans le déni, de ceux qui sont les auteurs de l'emprise? Alors, comment on a prise sur eux? Tant qu'ils ne sont pas condamnés, en vérité, nul n'intervient. Mais dès lors qu'ils sont condamnés, il y a des stages de sensibilisation, par exemple, qui sont trop peu. Non, probablement qu'il n'y a pas assez d'acteurs encore qui prennent en charge les hommes, auteurs, pour éviter la récidive. Dans le Pas-de-Calais, à Arras, je découvre le Home des Rosati, un centre spécialisé pour auteurs de violences. On trouve une trentaine de ces alternatives à la prison dans l'Hexagone. Difficile pour ces hommes de témoigner. J'ai péniblement réussi à convaincre les deux résidents du moment, Mathieu et Jules. Au lieu d'une incarcération en attendant leur procès, le juge leur propose de suivre une thérapie pour comprendre leur passage à l'acte. Ce sont deux profils opposés. Alors que Mathieu est dans le déni, Jules est dans la repentance par rapport à une violence envers ses parents. Vous vous en voulez d'être ici? Je m'en veux complètement, oui. Vous regrettez? Je regrette tous les jours, toutes les secondes. Même, voilà, plus que ça. J'aimerais pouvoir changer les choses.
Et c'est ce que j'ai... Mais exactement, vous êtes en train de le faire, là. En étant ici, vous prenez conscience de ce que vous avez fait et vous êtes acteur de votre vie future. C'est bien ça le but. J'ai eu très peur pour mes parents. Donc, dès qu'il y a eu le conflit... le conflit entre vous et vos parents. Et mes parents. Oui. Des mots sont partis, des gestes, des coups. Que vous regrettez, que vous avez porté. Voilà, que je regrette tous les jours, comme je vous le dis. Donc la prise de conscience, elle a mis absolument aucun délai à arriver. Elle était tout de suite, oui, d'accord. C'était immédiat. Mais alors c'est quoi qui est dur? C'est sûrement plus dur d'assumer le fait qu'on a été violent, quoi, ce jour-là. C'est ça qui est très dur. De porter cette étiquette aussi de violent. Ton papa et ta maman, il faut pas faire ça, frère. Moi, j'aurais fait ça, mais j'ai plus de bras, frère. Il faut pas taper la maman et le papa. Mathieu, mais vous aussi, comme Jules, vous avez pris conscience facilement ou pas? Je sais pas, je suis entre deux, en fait. Mais me faire vraiment une idée, entre guillemets, prendre conscience, ouais, j'ai fait une connerie où je me retrouve. Non, j'ai rien à faire là, moi. Enfin... Mais Mathieu, si vous êtes là, si j'ai bien compris, c'est parce que le juge a estimé que vous aviez commis de la violence envers votre conjointe. Ah, c'est ce qu'il a dit, le juge. Oui. Mais j'ai fait vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah non. Non? Aucun coup. Même pas une caresse. Je sais même pas pourquoi je suis là, en fait. Vous êtes accusé de viol? Ouais, elle m'a accusé de viol. Sur votre épouse? Oui, tout à fait. Vous vous considérez pas comme un homme violent? La violence est proportionnée. Moi, je suis plutôt cool et gentil, en vérité. D'accord. Encore et toujours, on bute contre cette difficulté à admettre la réalité de ce qui a eu lieu. À Rennes, le procureur Philippe Astruc a fait des violences familiales sa priorité. C'est un précurseur qui impose des stages de responsabilisation à tous les auteurs de violences. En quoi ces stages peuvent-ils être efficaces? Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer les hommes violents. Moi, je ne dis Bien pas sûr que un non, homme faut qui pas a été désespérer. violent une fois, il le sera toute sa vie. Non, mais il faut qu'on l'aide à cheminer. Mais est-ce que parce que je suis un homme violent, sous-dépendant, je suis alcoolique, je suis drogué, etc., on me pardonnera plus? Est-ce que ce que j'ai fait est moins important parce que je suis dépendant? Non, pas du tout. Moi, ma responsabilité de procureur, c'est de m'intéresser aussi aux auteurs. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Parce que je ne veux pas qu'un homme violent change après parce qu'on l'a éloigné, voilà, et que 5 ans après, 3 ans après, je le trouve avec une autre victime. Voilà. C'est cette chaîne qu'il faut interrompre. Il faut prendre, je dirais, chaque situation et chaque homme violent pour ce qu'il est. Voilà. Et l'accompagner aussi. Sanction, mais aussi pédagogie et accompagnement. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Il y a aussi un combat d'une génération. C'est le combat culturel. C'est la représentation que tous les hommes se font du couple. De la femme. De la femme. Et même sûr. Certains, elle est complexe parce que certains vont, on le sait bien, déifier la mère, la grand-mère, et puis se comporter comme les derniers avec leur sœur, leur fille ou leur femme. Oui, voilà. Donc tout ça est très complexe. Mais il est clair qu'il faut qu'on ait une action très volontariste, éducative, je dirais, pour apprendre l'altérité, apprendre l'égalité, apprendre le consentement. Une éducation au consentement. Aujourd'hui... Donc ça, c'est de la prévention, il faut commencer très tôt. Je pense que c'est le combat de notre génération. Le Grenelle des violences conjugales, organisé par le gouvernement en 2019, s'est engagé à mieux protéger les victimes. Les procédures accélérées pour juger les auteurs se multiplient. Afin de mieux comprendre la parole des victimes, gendarmes et policiers suivent de nouvelles formations. Telle celle à laquelle j'assiste
à l'école de gendarmerie de Chaumont, en Haute-Marne. Ici, les élèves gendarmes apprennent comment enquêter avec finesse sur les vifs ou violences intrafamiliales. Ce sont des affaires délicates. Elles reposent sur le témoignage de la victime, compliqué à recueillir, car la personne est traumatisée et peine à décrire et à expliquer ses réactions. On doit prendre en compte cette notion que les violences ont une influence sur son discours. Tiens, la femme victime d'un viol, ouais, elle s'est laissée faire. L'autre, il va pour la violer, elle bouge pas, quoi. Elle est conne. J'utilise le mot, je fais exprès. Ouais, elle est conne, celle-là. Elle n'a pas pris la fuite. Certains y arrivent. D'autres, c'est je te mets un bourre-pif, bim. Et un autre, il reste figé. C'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Donc une rupture se crée, un traumatisme psychique peut apparaître. C'est ce qui peut expliquer aussi parfois que la victime aura oublié ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas en mesure de vous raconter précisément les faits. Son cerveau aura fait un reset de ce qui s'est passé parce que c'était trop traumatisant. Et ça peut aussi expliquer aussi, au cours de votre audition, quand vous accueillez votre victime, que cette personne vous semble pas traumatisée, quoi. Ok, elle vous raconte qu'elle s'est fait violer ou qu'elle s'est fait frapper, limite presque en rigolant, c'est déjà arrivé, presque en rigolant, vraiment avec beaucoup de distance. Autant elle pourra aussi, paradoxalement, vous donner des éléments très précis sur quelque chose qui n'aura rien à voir. Parce qu'en fait, elle aura focalisé son attention sur autre chose. L'effet qu'elle subit étant tellement violent qu'elle va, par exemple, focaliser sur la toile d'araignée qu'il y a au plafond, qu'elle a oublié de nettoyer. Vous voyez ? Elle va focaliser sur quelque chose pour fuir la violence qu'elle est en train de subir. Et ça, ces genres de petites choses-là, dans l'audition, en tout cas pour vous, ça peut vous aider. C'est-à-dire, oui, si elle va me donner un détail si anodin, c'est peut-être que justement, son cerveau a fui ailleurs parce que ce qu'elle a subi était bien trop violent. Excusez-moi, si je puis me permettre, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même que vous soyez convaincu par une personne peu convaincante ? Il faut l'écouter. Oui. Voilà. Il faut l'écouter, écouter ce qu'elle a à dire et pas avoir de préjugés. Et prendre son témoignage avec autant de sérieux que si elle était précise et si elle paraissait traumatisée. C'est ça. Le cycle de la violence. Qui a déjà entendu parler de ça ? Qu'est-ce que ça peut être, la rémission ? On va acheter des fleurs, par exemple, pour la compagne. C'est se faire pardonner des violences. Les excuses. La lune de miel. Tout va bien, tout est tout rose. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme au premier jour. Donc effectivement, les violences intrafamiliales, également les violences conjugales, ça fonctionne comme ça. On vient d'entendre pendant la formation que très clairement, il fallait remettre la victime au centre du processus, protéger. Oui, tout à fait. Pourquoi remettre cela au centre du processus ? Comme si, au fil du temps, on avait un peu oublié cela. Alors que c'est essentiel et ça le reste. Aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur aussi le côté psychologique. Voilà, la prise en compte psychologique. Ce que l'on apprend là aux élèves, c'est-à-dire il ne suffit pas juste de prendre une audition et recueillir des faits concrets, mais au-delà de ça, prendre en compte ce phénomène d'emprise, ce phénomène de dissociation. Et vous avez beaucoup insisté, j'ai entendu pendant la formation, sur le cycle de la violence. Tout à fait. C'est vraiment un cycle qui lie la victime à son agresseur dans un cycle de violence qui est récurrent et qui, par rapport à ces phases de lune de miel et de rémission, arrive de plus en plus à avoir cette emprise sur la victime qui a de plus en plus de mal à s'en dégager. Alors généralement, effectivement, elle passe nos portes juste après un acte de violence et un peu avant la période de rémission. Pas en phase de lune de miel, entre guillemets. Si on repousse, qu'on retarde l'audition, on sait que lorsqu'elle aura franchi un nouveau stade, elle va peut-être plus nous livrer les mêmes choses puisqu'elle sera oui, mais finalement, je le comprends. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Ces affaires de grande criminalité sont hyper complexes. Il faut beaucoup de courage pour casser la spirale de la violence.
Prendre le risque des représailles et fuir en laissant tout derrière soi. À Pozzo-Filao, ce centre du Lot qui accueille des femmes menacées de mort, sa directrice, Evelyne Galvan, en a fait le combat de sa vie. Si je comprends bien, c'est là-haut. Voilà, c'est ça. On va monter jusqu'en haut. Toute la maison, là, c'est pour l'association? Alors, pas toute, mais presque toute. D'accord. Presque toute la maison. En fait, il y a combien de logements? 1, 2, 3 logements que nous occupons. Et ensuite, il y a des logements qui sont occupés par d'anciennes femmes que nous avons accompagnées. D'accord. Je vous suis. Il est très difficile d'accès. Oui, c'est un peu compliqué, ça, non? C'est un peu compliqué, mais c'était à la fois... c'est à double tranchant, parce que c'est effectivement compliqué. Et en même temps, c'est... Et en même temps, c'est protecteur. Eh oui, c'est ça. Parce que vous pouvez voir venir tout le monde. Exactement. Ouais, et puis, on a fait sécuriser le lieu. Vous mettez les noms des... Non. Voilà. Elles mettent pas les leur personnes, non. D'accord. C'est vous, Evelyne, qui êtes au début de l'association. Oui. C'est vous qui, en 2012, avez ouvert le premier hébergement. Et je crois que c'était même à l'intérieur de chez vous. Je me suis dit, bon, ben, je vais le faire à la maison, et puis on verra. Oui, c'était tellement compliqué que vous avez dit... C'était compliqué, oui, effectivement, d'un point de vue juridique, de mettre en place cette structure un peu différente des structures habituelles. C'est pour ça qu'on a créé une association. Dans ce département où nous sommes, dans le département du Lot, il n'y a que votre centre. Il est unique, c'est le seul, pour recevoir 24 heures sur 24 des femmes victimes de violences intrafamiliales. Absolument, c'est ça. Absolument. Quand nous n'avons pas de place, elles sont orientées vers d'autres structures du département qui sont mixtes. Qui y a comme autre population avec ces femmes? Toutes les personnes qui sont en errance, qui sont en situation d'exclusion par le logement et qui vont se retrouver à un moment donné à la rue. Donc c'est compliqué. C'est vrai qu'une femme victime de violence qui se retrouve dans une structure où potentiellement il peut y avoir de la violence exercée par des gens qui sont des personnes sortantes de la rue, avec des addictions parfois, avec des problématiques autres que la violence. C'est ce mélange qui ne va pas, en fait. C'est ce mélange qui ne va pas. Cette hétérogénéité. Voilà, il faut créer des petites structures où on ait ce sentiment un petit peu de protection, de cocon. Moi, ça me paraît essentiel. Et ensuite, ce qui manque, c'est les financements. On a des financements qui nous permettent... À peine de fonctionner. Oui, voilà, absolument. Je crois qu'il faut le dire. Absolument. Davantage de moyens seraient nécessaires pour la gestion du centre et l'aide concrète aux femmes, qui arrivent toujours pratiquement sans ressources. Le maire du village a mis à disposition des jardins partagés pour permettre à celles qui le souhaitent de cultiver leur potager. Sandra est arrivée du nord de la France en juillet 2018. Pour échapper à la violence de son compagnon, elle s'est retrouvée à la rue avec ses 2 filles. Pozzo-Filao, ils vous ont aidé pendant combien de temps? Et aujourd'hui, c'est quoi votre relation avec eux? Alors, ils m'ont aidé les 3 premiers mois à déjà... Complètement. Dans l'urgence. Dans l'urgence, donc que ce soit colis alimentaires, etc. Ils vous ont permis de faire face à cette situation. Et tout, parce que quand on se retrouve sans rien, c'est... Vous aviez rien. Rien du tout. Ils m'ont emmené à Emmaüs pour que je m'achète des meubles, pour pouvoir loger mon nouveau logement, parce que j'avais pas de meubles non plus, etc. Donc c'est petit à petit. Et ils m'ont soutenu, la psychologue. Et puis il y a ici Donc le jardin. Il y a le jardin. Il y a aussi, ça vous aide d'être ici? Ah oui, moi, j'avais une maison avec 1200 mètres carrés de terrain, le jardin, on avait 200 mètres carrés de maison. Donc ici, c'est sûr que c'est différent. Donc dès que je peux venir ici, je viens ici, ça m'aère la tête. Et voilà. La chose la plus dure à faire, vraiment, Sandra, c'est quoi? C'est décider de partir? C'est de partir, oui. On se dit, si on part, c'est la descente aux enfers qui arrive, puisqu'on se retrouve au plus bas. Et la descente aux enfers, on le vit au début, mais très vite, l'association nous permet de reprendre pied. De reprendre pied. Et moi, je la vois comme la pyramide où elle a répondu à nos besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de base, d'estime et de ensuite soi, de plus en les plus besoins de plus en plus haut. Et vous arrivez à vous là, j'arrive à ne bientôt plus avoir à la besoin. pointe. Hein. C'est pas encore. C'est pas encore complètement avalé. Non. Mais aujourd'hui, non,
Jamais plus vivre avec un homme, ça c'est clair. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Carrément, vous dites ça aujourd'hui. Ah oui, oui. Je crois que vous alliez me dire jamais plus je vivrai sous emprise. Non. Mais vous allez sûrement encore vivre avec un homme. Non, enfin, quotidiennement c'est compliqué. En tout cas, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Oui, c'est ce que je dis aujourd'hui, mais... Et vous vous êtes reconstruite. Je me suis reconstruite et on aspire tous quand même à une vie heureuse. D'accord. Voilà. Merci Sandra. De rien. Merci beaucoup. Même si elles paraissent invisibles, les blessures sont profondes. Comment parvenir à les surmonter pour se reconstruire? En banlieue nord de Paris, à Saint-Denis, la très active Maison des Femmes organise des thérapies de groupe à travers un atelier de théâtre. Son but, libérer ces femmes victimes de leur peur et de leur trauma. Va-t'en. Quoi? Attends. Pousse-toi. Je vous entends pas. Moi, je sais pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Des exercices d'improvisation sont proposés à ces femmes brisées pour extérioriser les violences subies. L'atelier de Nadine Naous commence par un échauffement. On a chauffé les mains, on a chauffé les jambes, on a chauffé le visage. On peut même faire des grimaces, comme ça. Le corps, il est libre et on se regarde. Ah, la Mais oui, mais on peut bouger tout en plus. Mais pourquoi on se prive? On peut bouger tout. Et si on imagine que vous êtes toutes sur un petit bateau, ok? On est en train de traverser. Une traversée Pas facile. pas légale. Vous êtes très liés. Très soudés. Vous êtes très soudés, vous êtes un groupe, vous vous adorez. C'est comme une famille. Grosse tempête. Et donc, le capitaine décide qu'il y en a un qui doit partir. Ok? Grosse tempête, ça bouge. Et vous parlez quand vous voulez. Mesdames, ma charge est tellement lourde, très lourde. Oui, ça continue à bouger, On doit ça diminuer. continue à bouger quand tu parles. On doit diminuer, madame. Il y a une personne qui doit descendre. Quoi? Elle va nous tuer. Elle va nous tuer. Une personne doit descendre, décidez-vous. Faites vite. On arrive. Il faut qu'on se décide. Allez, 1, 2. Attaquez le capitaine. C'était trop bien, trop fort. Ah, le complot. Ouais. On se remet en cercle. Qui a eu l'idée de mettre le capitaine à l'eau? Comment l'idée est venue? Oui, j'ai bien l'impression. Ouais. La révoltée. C'était une sacrée idée, ça. Il prend l'argent, il ne veut pas aller jusqu'au bout. Il veut pas. Il veut faire souffrir les autres et pas lui. Et puis le capitaine, il a quand même été très malin parce qu'il n'a pas dit je choisis. Décidez-vous. Divisez pour mieux régner, mais ça n'a pas marché. Mais qui allait conduire le bateau après? Je me suis posé la question, qui aurait pris si on avait continué? C'est Micheline qui dit. Moi, je pensais qu'on allait à toutes les deux la mettre à l'eau et puis prendre la direction. Ouais. Ça a été ce qu'on a fait, ce que vous avez ressenti? Non, je ne sens toujours pas mon corps, non. Mais j'étais quand même plus dans un mouvement de force. Non, j'ai plus senti une dynamique, un mouvement dynamique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une énergie. Ça. Oui, une énergie dynamique. Ouais. D'accord. Peut-être plus joyeuse. Ok. Sylvie? J'arrive à me projeter, j'arrive à inventer quand même des choses. Donc, ça ne compte pas. C'est plaisant? Très. C'est ça qui compte. J'ose. Ouais, j'ose. Grâce au théâtre. Grâce au théâtre. Oui. Malgré qu'il y a quelque chose qui est au fond, mais avec le théâtre, ça... Ça te soulage? Ça me soulage. Ouais.
Mais je me souviens que ça a remis les rêves en route, le théâtre. Et pouvoir mettre la honte de côté. La honte. Oui, la honte. C'est-à-dire que tu n'as plus peur du regard de l'autre, en fait. Bon, ça m'arrive. C'est pas encore tout à l'heure. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, au moins là, c'est le bon chemin. Oui, ça marche. C'est que ça les marche. choses, on va se transformer d'un coup, tu vois. C'est sûr. C'est un long chemin. Ça marche. La définition du théâtre, si c'est cache-toi sous une carapace, ça va pas. Donc, comme on demande d'être soi-même, on va essayer d'être soi-même et on verra à la suite ce que ça va donner. Et ça vous aide à vous reconstruire alors? Bien sûr. Bien sûr. Au début, seulement les pleurs, des larmes, des pleurs de gauche à droite. Elle ne servait seulement que des mouchoirs, les mouchoirs. Et petit à petit, il y a eu moins de mouchoirs et plus de rire et de jeux pour ressentir. Ça arrive des fois, les pleurs. Ça arrive, les pleurs. Encore, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde, oui. Ça m'a permis à améliorer la qualité de vie. Donc, la façon de réfléchir, de penser, vraiment, c'est... Ah oui, tout, quoi. Ça renforce tout l'être. Oui. C'est un travail très profond. Oui, à l'intérieur, vraiment. Ça te touche déjà émotionnellement et physiquement aussi parce que on fait des choses physiques. Là, tout à l'heure, c'était un peu physique. Mais oui. Voilà, donc si jamais il y a une activité, un fait qui te touche profondément en toi, à la fin, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé, quelque chose que tu as réussi à toucher. Donc, voilà, donc c'est un tout. Et qui est nouveau en toi et qui te renforce et qui te permet de te sentir encore plus libre et mieux pour aller plus loin dans ta vie. Oui, soit qu'il y a nouveau, soit que tu l'ignorais. Oui, que tu connaissais pas. Voilà, et que tu en prennes conscience maintenant. Donc c'est jamais trop tard. Non. Jamais trop tard. Allez, on se retrouve la semaine prochaine? Ok. Yes? Ça marche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Les violences familiales sont au cœur de l'intime. Elles touchent l'épouse ou la concubine, parfois l'époux, mais aussi et surtout les enfants, quel que soit leur âge. Ce fléau n'épargne aucune catégorie sociale, et c'est en prenant en compte l'ensemble de ses particularités, y compris ses paradoxes, que les forces de l'ordre, magistrats et structures d'aide psychologique et sociale pourront mieux le faire décroître. Il faut prévenir avant qu'il ne soit trop tard, comme pour Johanna au Havre, aider à fuir pour recommencer sa vie, ou aider à guérir, si tant est que cela soit possible. Oser porter notre attention de citoyens sur ce sujet tabou, n'est-ce pas, déjà, reconnaître les faiblesses de notre société et bousculer le déni pour, enfin, agir.